Pour la première fois de son histoire, la France est championne d'Europe de handball. Elle arrache la victoire à l'Espagne, championne du monde en titre, un parcours sans faute, un événement dans le monde du sport. Le consulat du Danemark incendié par des milliers de manifestants à Beyrouth, puis ils s'en sont pris au quartier chrétien. Hier, c'était les ambassades danoises et norvégiennes qui avaient été mises à sac à Damas. Cette radicalisation est-elle instrumentalisée? Le fils du président libanais assassiné se dit préoccupé et lance un appel au calme. Les grandes lignes de l'avant-projet de loi sur l'immigration que présentera jeudi Nicolas Sarkozy, son credo, une immigration choisie et non subie. Comment réinsérer les enfants soldats, enfants de la guerre, enrôlés malgré eux et victimes de la folie des adultes? Des dizaines de milliers d'enfants sont concernés en Afrique. Reportage dans ce journal. Après la fièvre du samedi soir, la folie des films indiens de Bollywood. Les fans apprennent les célèbres chorégraphies des films cultes. Une danse qui fait rêver mais qui demande un minimum de technique. Madame, Monsieur, bonsoir. La victoire en chantant pour l'équipe de France de handball pour la première fois de son histoire championne d'Europe. Une médaille d'or bien méritée face à l'Espagne qui s'est inclinée 23-31. Les tricolores avaient des ailes, pas prêts à se laisser impressionner par l'Espagne qui pourtant était invaincue depuis 7 matchs, championne du monde en titre. Julien Benedetto. Et soudain, les grands gaillards se mirent à pleurer. Les handballeurs français connaissaient le goût de l'or mondial. Les voici champions d'Europe pour la première fois. Et c'est aussi beau. On avait rêvé de cette ambiance, on avait rêvé de ces médailles. Et aujourd'hui, c'est plus des rêves, c'est la réalité. Donc, il n'y a rien à dire, c'est le bonheur absolu. On les avait laissés être favoris et après, on a mis une tôle à tout le monde. Donc voilà, c'est simple. On a montré qu'on était vraiment les meilleurs. Et les meilleurs en début de match sont espagnols. La France est à la peine face au jeu rapide des champions du monde en titre. Menés de 3 buts, les Bleus sont alors portés par le bras en acier de Nikola Karabatic qui donne aux siens 4 buts d'avance à la mi-temps. Gardez de la profondeur, voilà, gardez de la profondeur. Attention à la gratte de Rouanis, voilà. On reste loin. Il vaut mieux que tu le joues dans le deuxième temps. En deuxième mi-temps, Thierry Omeyer est un aimant qui attire tous les ballons. Le gardien des Bleus écœure les tireurs espagnols. La France peut dérouler en attaque et s'envoler vers un succès presque facile, 31-23. Au panthéon du sport tricolore, les Bleus du handball sont désormais assis à côté des Bleus du foot, champions du monde, champions d'Europe, un doublé pour l'éternité. L'affaire des caricatures du prophète Mahomet continue d'occuper l'actualité. On assiste ces dernières 24 heures à une montée plus radicale de la violence. Hier à Damas, c'était l'incendie de l'ambassade du Danemark. Aujourd'hui au Liban, c'est le consulat danois qui a été pris à partie à Beyrouth par des milliers de manifestants qui l'ont incendié. Manifestants qui ont ensuite mis à sac le quartier chrétien. Certains observateurs évoquent l'instrumentalisation de ces mouvements avec en arrière-plan la puissance syrienne. Christian Houtin, Jérôme Bonny. Dans le quartier chrétien de Beyrouth, la manifestation tourne vite à l'émeute. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. Vite débordés, les policiers tirent en l'air et un religieux essaie même de s'interposer. Rien n'y fait. Quelques minutes plus tard, la foule en colère parvient au consulat du Danemark, aussitôt mis à sac et incendié. Bilan, une vingtaine de blessés et une centaine d'arrestations. Des violences unanimement condamnées par les autorités libanaises et les dignitaires religieux du pays. À Paris, Saad Hariri a appelé au calme. Sans jamais citer directement la Syrie, le fils de l'ancien Premier ministre dénonce les étrangers infiltrés dans la manifestation. C'est vraiment un jour noir pour les musulmans au Liban et les personnes qui sont infiltrées dans cette démonstration vont payer et je vous assure qu'ils vont payer cher. Le Danemark est sous le choc. 2 ambassades saccagées en 2 jours. Pour son gouvernement, la Syrie et le Liban sont responsables. Selon la Convention de Vienne, les gouvernements ont l'obligation de protéger les ambassades sur leur territoire. À Copenhague, des milliers de gens sont descendus dans la rue. Une manifestation pour le dialogue sur fond d'inquiétude. Je ne peux plus me servir de mon passeport et voyager tranquillement sans être montré du doigt comme venant d'un petit pays problématique et sous tension. À Damas hier, les manifestants ont aussi essayé de s'en prendre à l'ambassade de France, mais cette fois, les autorités syriennes ont réagi en les dispersant.
Plus de 24 heures après ces violences, Damas a exprimé ses regrets et renforcé la sécurité autour des ambassades occidentales. 48 heures après le naufrage du ferry, les recherches se sont poursuivies ce dimanche en mer Rouge, mais il y a peu d'espoir de retrouver des survivants. Parmi le millier de personnes toujours portées disparues au large de l'Égypte, à la colère s'ajoute l'exaspération des familles des victimes toujours dans l'attente. Karine Komadi. La télévision Al Arabiya parle de miracle. Presque 3 jours après le drame, les sauveteurs ont trouvé des rescapés à bord d'un canot de sauvetage. Les hommes, tous de jeunes Égyptiens, sont à bout de force, mais vivants. 67 survivants ont été secourus aujourd'hui, ce qui porte à 460 le nombre de rescapés. Ils ont été emmenés à l'hôpital d'Hurghada, où ce médecin rassure un autre petit miraculé. Il s'appelle Mohamed Hassan, il a 6 ans et il a passé 36 heures dans l'eau. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu car même s'il nous a pris mon frère, il nous a laissé le petit. 195 corps ont été retrouvés. Certains ont été rendus à leurs familles, en grande partie des Égyptiens du sud du pays, d'origine très modeste. Mais beaucoup de dépouilles doivent encore être identifiées et c'est en plein air, sur le port de Safaga, que les autorités brandissent des photos souvent insoutenables, sans plus de ménagement pour les familles. À quelques pas de là, sous l'œil des caméras, un homme est interpellé. Vous êtes suspendu de vos fonctions jusqu'à la fin de l'enquête, lui dit le policier. C'est le capitaine du Sainte-Catherine. Il aurait refusé de venir en aide aux rescapés sur le lieu du naufrage. 3 jours après le drame en Égypte, l'heure des comptes a sonné. En France, près de Marseille, un éboulement dans une calanque en plein après-midi a provoqué la mort d'un promeneur. Les secours et les pompiers dépêchés sur place et litreuillés sur cette plage très difficile d'accès continuent à inspecter le site où un pan de colline s'est effondré. Il n'y aurait pas d'autres victimes. Isabelle Stess, Benoît Jourdain. C'est un des plus beaux sites du massif des Calanques. Ce giton, au relief très escarpé, est accessible uniquement à pied, 1h30 de marche. Il est 16 h lorsqu'un couple de randonneurs qui prenait le soleil à l'entrée d'une grotte est surpris par un éboulement. Quand les premières pierres sont tombées, la femme s'est reculée, est allée vers la mer, et l'homme a eu le tort de vouloir récupérer ses affaires, de sauver le sac à dos, et donc il a été écrasé par des énormes rochers. Et il y avait deux pompiers qui étaient là certainement en congé, qui sont intervenus très rapidement. Il y a un pompier qui est allé voir, qui a touché la main de la personne écrasée, et il n'y avait plus de pouls. L'homme est mort sur le coup. Sa compagne, sous le choc, sera rapidement évacuée par hélicoptère. Nous allons essayer, si on a la sécurité, de mettre un coussin hydraulique pour essayer de soulever la pierre pour pouvoir dégager le corps. Et si ces tentatives échouent là, maintenant, ce soir, on remettra à demain matin des techniques beaucoup plus lourdes qui consisteront à fracasser le rocher pour pouvoir extraire la victime. Les promeneurs étaient nombreux en ce dimanche ensoleillé dans le massif des Calanques. La zone n'était pas réputée dangereuse, même si les risques d'éboulement étaient signalés. On est dans une zone naturelle, c'est des rochers, c'est de l'érosion, c'est de la mer, du vent. Donc tous ces endroits-là sont, comme tous les sites naturels, pas toujours très sécurisés. Et malheureusement, un rocher est tombé. Avec 1 300 000 visiteurs par an, le massif des Calanques se dégrade. Mais c'est la première fois qu'il tue pour cause d'érosion. Un poste de police à Chanteloup-les-Vignes a été attaqué hier soir. Une voiture a été projetée contre les grilles du commissariat en début de soirée. Des dizaines de jeunes cagoulés s'en sont pris ensuite aux forces de l'ordre et aux pompiers. 2 des pompiers blessés sont sortis aujourd'hui de l'hôpital. Et ce soir, les 3 jeunes gens interpellés la nuit dernière restent en garde à vue, une garde à vue prolongée. C'est jeudi prochain que Nicolas Sarkozy présentera son avant-projet de loi sur l'immigration. Voici les grandes lignes des mesures que compte proposer le ministre de l'Intérieur avec un credo, une immigration choisie et non subie. Le détail avec Gilles Marinet. L'avant-projet de loi vise à réduire l'immigration irrégulière et préconise une sélection accrue des étrangers autorisés à travailler ou étudier en France. Cela devrait bénéficier aux immigrants hautement qualifiés, autorisés à séjourner 3 ans. Les étudiants étrangers, eux, devraient s'engager à retourner dans leur pays d'origine, diplôme en poche. Quant au nombre de visas et de titres de séjour, il dépendra des conditions de logement et d'emploi. Le mariage avec un Français ou une Française ne donnera plus droit automatiquement au titre de séjour. Il faudra attendre au moins 3 ans.
Le projet de loi devrait également durcir les conditions financières du regroupement des familles. Les allocations ne seront plus prises en compte dans le revenu minimum obligatoire. En clair, il faudra gagner plus, ce que contestent des associations. Les conditions de ressources sont augmentées. Il faut maintenant avoir beaucoup plus que le SMIC pour faire venir ces familles. On retire les prestations familiales du calcul des ressources, ce qui est très étonnant, puisque toutes les familles françaises calculent leurs ressources avec les prestations familiales. Enfin, le texte envisage de supprimer l'octroi automatique d'un titre de séjour aux sans-papiers après 10 ans de présence sur le sol français. Une mesure qui vise à décourager l'immigration clandestine. L'audition télévisée du juge Burgos se déroulera mercredi prochain en direct. Nous y consacrerons d'ailleurs une édition spéciale. Entendu par la commission d'enquête parlementaire, le juge désigné comme principal responsable du fiasco judiciaire d'Outreau exposera sa propre version des faits et de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour que cette audition ne tourne pas au procès. C'est l'institution judiciaire qui est en cause et la facilité serait de ne se concentrer que sur un seul magistrat. Dominique Verdaillan, Yann Moine. Devant son téléviseur, Fabrice Burgos a suivi les auditions de la commission d'enquête, les acquittés, les avocats. Il a noté leurs griefs, leurs attaques, leurs mises en cause. Pourtant, Fabrice Burgos se refuse d'être en position d'accusé. J'ai le sentiment qu'une réflexion est en train de se mettre en place. Il y a des voix qui s'élèvent, y compris parmi les acquittés, puisque un d'entre eux s'est exprimé sur le terrain de la sérénité des débats et sur la réflexion que l'on doit avoir, et pas seulement sur la désignation, l'accablement d'un seul homme et la désignation d'un bouc émissaire. Il m'a fait comprendre que si je parlais, moi il me relâchait pareil. 9 des 13 acquittés assisteront à l'audition. Ils se sont engagés à ne pas intervenir, mais leur présence, autorisée par les parlementaires, sonne comme un préjugement. C'est une manière de mettre en exergue la responsabilité éventuelle du juge Burgos par rapport aux autres intervenants du processus judiciaire, avant même qu'on n'a pas entendu les explications des uns et des autres. Au-delà du choc et de l'émotion provoquée par ces auditions, avocats et magistrats s'interrogent. Allez-y. Rien dans le code de procédure pénale. Quelle suite donner à ce dérapage collectif? Dans votre cellule, vous avez sans doute rencontré des gens. Toute personne qui approche la machine judiciaire sait que ça ne peut pas être la faute d'un seul homme. La France est extraordinaire pour inventer des commissions d'enquête. Elle est aussi extraordinaire pour ne pas suivre leurs recommandations. Tant il y a de lourdeur dans nos machines administratives et politiques, et tant les corporatismes sont puissants finalement dans ce pays. Entendu comme témoin à Saint-Omer, Fabrice Burgos s'était présenté comme technicien du droit. Contrairement aux plus hautes autorités de l'État, il n'a jamais présenté d'excuses. À La Réunion, avec une semaine de retard, les élèves vont reprendre demain le chemin de l'école, alors qu'un enfant de 10 ans est mort sans doute victime du virus. L'épidémie de chikungunya préoccupe très sérieusement le personnel hospitalier confronté à la maladie, une maladie qui se soigne très difficilement et qui touche en premier lieu les plus fragiles, les nourrissons et les personnes âgées. Reportage à l'hôpital de Saint-Denis, Nicolas Châteauneuf et Sylvain Gauthier. À première vue, rien ne distingue ce dimanche des autres. Le long des plages de Saint-Denis de la Réunion, les pêcheurs, les sportifs et les promeneurs profitent des vents chauds venus de la mer. Et pourtant, l'île entière retient son souffle. Dans cet hôpital, un petit garçon de 10 ans est vraisemblablement mort à cause du virus chikungunya. Dans les couloirs des urgences, de nombreuses personnes qui en présentent les symptômes, la plupart repartent chez eux avec un traitement. Mais quand cela se complique, ils sont transférés dans ce service de crise. 20 lits improvisés pour lutter contre le virus, presque tous occupés. Trouver 25-30 places qui étaient faites, 35 en période de crise a été la limite maximum que nous pouvions faire. Si jamais l'épidémie devait flamber, à ce moment-là, bien entendu, il faudrait trouver des solutions externes à l'hôpital. On ne pourrait plus réagir. Nous sommes aux limites de l'élasticité du système. Heureusement, le personnel médical venu de métropole offre à l'hôpital une aide précieuse. Mais depuis quelques jours, le nombre de cas de chikungunya explose littéralement. J'ai fait une forte fièvre à 40 degrés. Et jeudi matin, je suis tombée carrément dans les pommes. Je suis restée 1h30 avec des douleurs en dessous les pieds, dans les mains, dans les poignets. Mais chikungunya s'attaque aussi aux nouveau-nés. Dans ce service de réanimation pédiatrique, plusieurs d'entre eux luttent contre un virus que leur mère leur a involontairement transmis. Une évolution de la maladie qui n'avait encore jamais été constatée par les médecins et qui leur complique la tâche. Ce qui est difficile pour nous, c'est de gérer en direct la découverte de nouveaux signes, sans référence passée à une bibliographie ancienne, le traitement des enfants.
Le virus du chikungunya frappe la Réunion depuis plusieurs mois. Mais ces derniers jours, l'évolution d'une maladie encore largement méconnue des scientifiques et la mort dans cet hôpital d'un petit garçon ont plongé la population dans l'inquiétude. Comment réinsérer les enfants soldats, enfants de la guerre, enrôlés malgré eux et victimes de la folie des adultes? Philippe Douste-Blazy, au Burundi et en Ouganda, appelle les pays riches à donner davantage pour mettre un terme à ce drame. Une seule voie, celle de la réinsertion qui concerne des dizaines de milliers d'enfants en Afrique. Reportage dans les centres d'hébergement au Burundi. Agnès Varamian, Patrick Desmulé. Nous sommes au théâtre des enfants soldats. Les anciens rejouent leurs crimes avec des fusils de bois. Assassinat, tabassage de civils, pour que les villageois leur pardonnent. Moi, on m'a appris à tuer. Et je leur montre toutes les mauvaises choses que j'ai faites pour qu'ils me pardonnent. Ceux-là viennent juste d'être désarmés, enrôlés de force par des rebelles. Il me disait de tuer ceux qui ne voulaient plus avancer dans la brousse et ceux qui tentaient de s'échapper. Et est-ce que tu as tué? Oui. Dans la brousse, les filles kidnappées portent l'eau, le bois, cuisinent, servantes, esclaves des chefs, jusqu'à porter leurs enfants. Sharon est la plus jeune du groupe, 11 ans, échappée il y a 3 jours. Ils me demandaient si j'étais mariée, si j'avais un petit ami. Je leur disais que j'étais trop jeune, mais ils disaient que je mentais. Elle a subi des violences sexuelles? Oui. Le nord de l'Ouganda est encore en guerre. Au Burundi voisin, c'est une femme qui recueille les anciens enfants soldats. Elle s'appelle Maggie. Elle-même, sa famille Tutsi a été victime des enfants tueurs. Mais pour elle, la haine n'aura pas le dernier mot. On n'oublie jamais, je n'ai pas oublié la cicatrice qui est là, elle est visible. Mais je n'en garde pas rancœur. Donner un abri, un métier à ces tueurs d'hier, sans créer de jalousie d'autres enfants démunis, voilà son défi. Maintenant, je vois l'avenir, je suis en train de chercher un bon avenir. Vous vous considérez comme un criminel? Non, on a tout oublié. Les Nations Unies ont dressé une liste noire d'une dizaine de pays utilisant des enfants soldats. La Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt internationaux contre des chefs rebelles. Mais la France va demander à l'ONU de faire plus fin février pour que les droits de ces enfants ne soient plus piétinés. En Haïti, 2 ans après la chute du président Aristide, dans ce pays le plus pauvre du continent américain, les élections repoussées 4 fois auront finalement lieu mardi. Haïti au bord du chaos, malade de l'insécurité et de la misère. Alain Chalvron, Tristan Lebras. Elle a l'air plutôt bon enfant, cette campagne électorale en Haïti. Sur cette petite place de Port-au-Prince, les 34 candidats se livrent à une bataille féroce de compas, la samba locale. Avantage incontesté en décibels à l'ancien président Préval. En face, les partisans du sénateur Simon font petit bras. Ces joutes musicales, les embouteillages et le petit commerce ne doivent pas faire illusion. Le pays est tout sauf normal. Ce pays a tellement de problèmes, les politiciens sont tellement des magouilleurs, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Là-dessus, au moins, tout le monde est d'accord. À commencer par l'ONU, qui maintient depuis 2 ans, depuis le départ du président Aristide, un semblant d'ordre. 7500 casques bleus sous commandement brésilien, souvent critiqués par les uns pour leur inaction et par les autres pour leur réaction. Si un patrouille est témoin d'un événement, que ce soit un vol de voiture, un kidnapping, un pillage, ils agissent en permanence, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à agir. Résultat, l'intensité des tirs a beaucoup diminué. Des quartiers autrefois interdits, comme ces bidonvilles où vivent 40% de la population, sont aujourd'hui plus ou moins pacifiés. Restent les kidnappings, la plaie de Port-au-Prince, 240 en décembre, une 60aine en janvier. Et tous les jours, il y a un enlèvement, et puis il y a un coup de feu. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'enlèvements? Il y a beaucoup d'enlèvements, mais je crois que cette semaine-là, ça va être baissé un petit peu. Les kidnappings, c'est le problème de l'UNPOL, la police de l'ONU, qui collabore avec des policiers haïtiens. On arrive à délivrer des otages, à démanteler, à mettre en prison, à mettre hors d'état de nuire des bandits. Le principal problème reste Cité Soleil, derrière ce mur. C'est un gigantesque bidonville de 250 000 habitants contrôlé par les gangs. C'est sur ce boulevard quasi désert qu'ont eu lieu presque tous les enlèvements. Les otages sont détenus de l'autre côté du mur, en toute impunité.
En France, la semaine politique qui s'annonce sera dominée mardi par le mouvement de mobilisation contre le contrat première embauche. Ce soir, le syndicat Sudrail appelle les cheminots à faire grève ce jour-là. Dans la rue se retrouveront au moment où les députés débattent du CPE à l'Assemblée, les organisations syndicales, étudiantes et les partis de l'opposition. Une journée test pour le gouvernement et la gauche. Hélène Hugues. Pas un jour sans que Dominique de Villepin monte en première ligne pour défendre le contrat première embauche. On aimerait bien que vous arrêtiez de mentir aux jeunes et que vous leur disiez vraiment la vérité. Justement, on est là pour ça. C'était avant-hier à Troyes, il est interpellé par une jeune socialiste. Partez de la réalité. Oui, je pars de la réalité. Je suis dans tous les jours la réalité. Moi aussi. Je vois tous les jours les gens qui sont Moi aussi. Et je peux vous dire que ce qu'on propose, c'est justement un contrat anti-précarité. Non, c'est un contrat qui met dedans la précarité. C'est retirer le droit du travail aux jeunes. Ce soir à la radio, le Premier ministre argumente encore. François Bayrou. Il n'y a jamais eu une proposition faite aux jeunes, jamais eu une proposition faite aux jeunes qui soit aussi avantageuse et protectrice. C'est le projet le plus social pour les jeunes qui ait jamais été proposé. Face à lui, tous les présidentiables socialistes montent au créneau contre le CPE. Ce qui est en train de changer, c'est le rapport de force entre le salarié et l'employeur. En fait, ce texte est un pas en avant, ou un pas en arrière plutôt, vers le patron de droit divin. C'est qu'on comprenne bien cela. Pour la première fois dans le droit du travail, la possibilité pour un employeur de renvoyer, de virer du jour au lendemain tous les jeunes de moins de 26 ans sans aucun justificatif. Même l'UDF promet de voter contre. À l'Assemblée, l'opposition a réussi à coup d'amendement et de suspension de séance à repousser l'examen du texte jusqu'à mardi, jour de mobilisation anti-CPE. Des manifestations sont prévues dans toute la France, à l'appel de la quasi-totalité des syndicats et des organisations étudiantes. Un test pour la gauche qui cherche un thème mobilisateur, un test aussi pour le Premier ministre qui s'est engagé personnellement dans la bataille du CPE. Quelle sera la stratégie de Renault? Quel plan s'apprête à mettre sur pied Carlos Ghosn, le nouveau patron, alors que les ventes baissent, moins 4% en Europe en 2005 et que les usines de production ne tournent pas à plein? C'est jeudi prochain que sera dévoilé le plan triennal choisi par le constructeur automobile. Les syndicats sont dans l'attente. Luc Bazizin, Bernie Mériot. Carlos Ghosn au volant de Renault depuis 9 mois. Sa méthode, regarder droit devant, observer puis décider. Jeudi, ce sera le grand jour. Il présentera son plan triennal pour la marque, une annonce très attendue par ses 130 000 collaborateurs. D'autant plus que les ventes de plusieurs modèles faiblissent. Les Velsatis, Espace et Laguna tirent les chiffres de Renault vers le bas, à tel point que l'usine de Sandouville en Normandie a connu 40 jours de chômage technique l'an passé et déjà 8 jours en janvier. En même temps, à la tête de Nissan, Carlos Ghosn a sauvé le constructeur japonais de la faillite en multipliant son poids en bourse par 5 en moins de 6 ans. Les analystes financiers parient aujourd'hui sur une réussite identique chez Renault. C'est quand même quelqu'un qui axe sa stratégie sur la croissance. Et si la croissance des volumes, nouveaux marchés, nouveaux segments sera là au cours des prochaines années, toutes les usines vont être... il va falloir utiliser toutes les usines. Donc moi je ne crains pas du tout, enfin je ne crois pas du tout qu'il y ait fermeture d'usines. L'arrivée de nouveaux modèles, comme ce 4x4, pourrait faire partie des solutions. Carlos Ghosn ne veut pas plaire aux ingénieurs mais aux clients, lesquels demandent aujourd'hui de la variété. Renault pourrait donc s'appuyer sur son cousin Nissan pour multiplier les nouveautés à moindre coût. Un moyen de créer de la croissance chez nous et aussi hors d'Europe. La solution immédiate s'appelle Logan. Cette voiture à bas coût, destinée d'abord aux pays émergents, connaît un franc succès. Ce véhicule rustique vendu 5 000 € en Europe de l'Est connaîtra des versions break et utilitaires vers la fin de l'année. Multiplier les modèles et les versions du bas au haut de gamme et utiliser au mieux les liens industriels avec le partenaire japonais, sans doute des solutions envisagées pour transporter l'image de la marque Renault vers de nouvelles destinations et donc de nouveaux clients. L'Enduro du Touquet, nouvelle version, un nouveau nom et pour la première fois une compétition qui ne s'est pas déroulée sur les dunes mais exclusivement sur la plage. Un millier de concurrents et des spectateurs un peu moins nombreux que les années précédentes. Frédéric Vian, Dominique Mas. Il s'agit de rien de moins que l'une des plus importantes courses sur sable au monde. Plus de 900 concurrents qui, après une traversée de la ville en parade, vont s'affronter 3 heures durant sur une boucle de 15 500 mètres, soit plus de 200 km au total pour les meilleurs. Un enduro du Touquet qui reste une grande course pour ses admirateurs, même si depuis sa 30e édition l'an dernier, il évite désormais, pour cause de respect de l'environnement, les terribles dunes qui avaient fait sa légende. On ouvre un nouveau chapitre, un nouveau
chemin pour les 30 prochaines années. Bon, même sans les dunes, l'enduro du Touquet a encore de l'avenir devant lui? Oui, bien sûr. Un enduro qui reste en effet une course très technique et parfois même risquée, puisqu'aujourd'hui, par exemple, plus de 100 concurrents ne sont pas parvenus jusqu'à l'arrivée. Quant aux rues du Touquet, pendant tout ce week-end, elles changent radicalement d'ambiance. Pendant toute l'année, il s'agit normalement d'une station balnéaire plutôt chic et tranquille, où les arbres servent avant tout à faire joli et non pas à faire des feux de camp, où l'on ne dort pas à 4 dans le coffre d'une même voiture, et où il est surtout d'habitude hors de question de petit déjeuner d'un sandwich à la mayonnaise à 8h30 du matin. On est arrivé hier soir, vers 8h au soir, mais parfois on a passé une bonne soirée, tout le monde est là, on est au complet, tout va bien. Cette année, c'est vraiment pas terrible. On nous pique la moto à 3h du matin. On la cherche depuis ce temps-là dans tous les campements. C'est nul. Un camping sauvage limité, heureusement, diront certains, à un week-end par an. Dès ce soir, la vie touquetoise reprendra son cours habituel. Aux États-Unis, on ne parle que de ça. C'est l'événement le plus médiatique de l'année, que l'on soit fan de sport ou pas. Des millions de téléspectateurs vont assister ce soir au Super Bowl, le championnat de football américain, avec à la mi-temps sur scène les Rolling Stones. Rien que ça. Pascal Golomer, Doug Higginbotham. À New York, comme partout ailleurs aux États-Unis, on ne voit, on entend, on ne parle plus que de cela depuis quelques heures. Le programme de ce dimanche soir est le même pour tout le monde. Regardez le Super Bowl. Regardez le Super Bowl chez des amis. Le Super Bowl, bien sûr. Il n'y a pas d'autre choix possible. Le Super Bowl. La finale du championnat de football américain. Un événement autant médiatique que sportif. Plus de 100 millions de téléspectateurs, c'est la plus grosse audience télé de l'année. Et cela fait le bonheur des livreurs de pizza, des vendeurs de pop-corn et des bars qui diffusent le match sur écran géant. On a déjà plein de réservations et il y a un buffet, il y a plein à manger, à boire. Et il y aura des gens ici pour 10 heures peut-être, de midi jusqu'à 10 heures du soir, on verra. Qui succédera aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre pour le titre de champion? Pittsburgh ou Seattle? En fait, toute la presse parle plutôt des spots de pub réalisés pour l'occasion, qui sont diffusés à chaque arrêt de jeu. 2 millions d'euros les 30 secondes. Et les annonceurs se pressent au portillon. À la mi-temps, ce sont les Rolling Stones, rien que cela, qui viendront pousser la chansonnette sur la pelouse. Rien n'est trop beau ni trop cher pour le Super Bowl. Parmi les millions d'Américains qui seront devant leur télé ce soir, beaucoup ne s'intéressent pas au football d'habitude. Mais ils veulent célébrer le Super Bowl comme on célèbre un rite, l'occasion de faire la fête entre amis ou en famille, quel que soit le score final. France 2 retransmet l'événement en direct à partir de 23h45. Après la fièvre du samedi soir, la folie des films indiens de Bollywood. 1 heure par semaine, les fans apprennent les célèbres chorégraphies de films cultes. Une danse qui fait rêver mais qui demande un minimum de technique. Laetitia Legendre, Abdel Zouyesh. Oublier les petits chagrins du quotidien. Ces jeunes femmes viennent vivre leurs rêves sur pellicule, se prendre l'espace d'1 heure pour une héroïne de Bollywood. On s'habille en princesse, on met des couleurs, on met des bijoux, tout ce qu'on met pas tous les jours malheureusement dans la vie. Mais ne devient pas Aishwarya la star de Devdas qui veut. Et pour les débutantes, cela peut se révéler quelque peu laborieux. Si elles connaissent par cœur les films indiens, pas facile d'apprivoiser ces chorégraphies élaborées. Un savant mélange de danses classiques indiennes et européennes. C'est compliqué parce qu'il faut penser au visage, il faut penser aux doigts, il faut penser aux pieds, tout ça en même temps, mais jamais dans le même sens. Il y a des suites de mouvements des doigts, comme ça, et puis après on avance comme ça. Et c'est très technique, mais alors quand c'est bien fait, tout d'un coup ça a l'air simple. Toutes veulent apprendre la danse de la flamme du film Devdas, une histoire d'amour que l'emprise des castes rend impossible, un film culte du Bollywood. Pour 15 € de l'heure, elles apprennent chaque geste, toute une symbolique, une sensualité, une poésie qu'elles apprivoisent petit à petit. Il y a l'amour, il y a l'histoire, il y a le sacré aussi, il y a le Bharatanatyam ou le Kathak, qui sont les danses classiques de l'Inde qui sont toujours là en fond, mais c'est exalté par beaucoup d'humanité. L'esprit, en fait, c'est d'entrer dans la culture indienne et à travers ces chorégraphies qui sont un peu ludiques, aller jusqu'à la très grande culture ancestrale indienne.
Après la mode du tango argentin, de la danse orientale peut être celle du Bollywood. Une cinquantaine d'élèves fréquentent déjà cette école ouverte l'année dernière, en quête de grâce et de féminité. Rugby, la France n'a pas brillé à Édimbourg cet après-midi dans le tournoi Destination. L'Écosse lui a asséné un sérieux rappel à l'ordre. Pourtant, les tricolores partaient favoris, mais ils ont dû s'incliner 16-20. Christophe Duchiron, Jean-François Renaud. C'est un peu comme si tous les Écossais du stade avaient gagné au loto en même temps. Plus de 50 000 tickets gagnants, ça fait cher en bonheur. Sauf que la victoire des Blancs ne doit rien au hasard, mais à une implacable volonté, un cœur admirable et un corps toujours à l'ouvrage. Super favoris, les Français sont super déçus, voire décevants. Que dire? Je crois qu'on n'est jamais vraiment rentré dans cette partie. Ils se sont nourris de nos erreurs, on a fait énormément de navards. On n'a pas vu mettre notre jeu en place et eux, ils ont dirigé un peu comme ils voulaient. En début de match, les Écossais donnent le ton et c'est un ton à ne pas mettre un bleu dehors. Les Blancs jouent juste, les Français c'est le musée des erreurs. Après un quart d'heure de jeu, Lamont inscrit le premier essai du match. Avec une transformation et 2 pénalités, l'Écosse mène 13-3 au repos. À la reprise, on attend le réveil tricolore, mais manifestement le réveil a oublié de sonner. Un problème de tic-tac, mais plus sûrement de tactique. En force et en équipe, l'Écosse enfonce la France. Lamont marque une fois encore, les Bleus sont menés 20-3. Que dire? C'était assez dit entre nous qu'il fallait énormément se méfier de cette équipe écossaise. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tombé dans le piège. En deuxième période, le 15 de France a marqué à 2 reprises, ce qui à chaque fois redonne du souffle, mais finalement peu d'espoir. Julien Bonner, le numéro 8 en bout de ligne, et Sébastien Bruno en fin de rencontre. Contre toute attente, l'équipe de France s'incline en terre écossaise 20-16, pire qu'une défaite. Adieu vos vaches et Grand Chelem. À une semaine du match de Coupe Davis, Fabrice Santoro a été écarté par Guy Forget. Fabrice Santoro parle de mauvaises raisons et en larmes, il accuse ouvertement les capitaines de l'équipe de France, Aaron Tanzit, François Brabant et Carl Gréco. Fabrice Santoro, touché en plein cœur. Hier à Tarbes, après son match d'exhibition face à Nadal, le Français a craqué et s'en est pris sans détour à Guy Forget. Alors m'entendre dire que j'ai préféré 20 000 € à la Coupe Davis, c'est insultant. Aujourd'hui, il met en cause mon patriotisme et mon rapport à l'argent. Explication. Mardi dernier, Forget annonce la sélection française de Coupe Davis. Et la surprise, pour affronter l'Allemagne, Gasquet, Grosjean, Liodra, Clément, mais pas de Santoro à l'horizon. Pourtant, Forget voulait Santoro, mais Santoro a fait le choix de maintenir sa participation à une exhibition à Tarbes au moment même du rassemblement des Bleus. Difficile à comprendre pour le capitaine et ses joueurs. Il n'y a rien aujourd'hui, je dis bien rien, qui ne doit être plus important que de représenter son pays pour une équipe de compétition sportive. Ce que je ne conçois pas, une nouvelle fois, c'est qu'il puisse hésiter entre à un moment donné, cette exhibition et la rencontre. J'ai rien contre Fabrice. Pour ma part, ma femme est enceinte, donc c'était délicat aussi de partir de la maison, mais bon, on a des valeurs à défendre, et puis cette rencontre, on doit la préparer du mieux possible. Donc on était là tous au rendez-vous hier matin. Tous, sauf un. Et dire qu'il y a 15 jours à Melbourne, Santoro atteignait pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Le Français au sommet de son art à 33 ans. Le week-end prochain, Santoro ne jouera pas face à l'Allemagne. Certains diront que c'est un beau gâchis. La danse sportive, une discipline de plus en plus répandue. Ils sont plus de 20 000 à la pratiquer en France, et ce notamment grâce à la vogue de la musique latino. Ce week-end à Bercy, ils étaient 18 000 à assister au trophée de danse sportive du grand spectacle. Nicolas Lemarinier, Olivier Robert. Le rythme dans les pieds, à peine 30 ans et déjà champion de France. Christophe et Sonia Rioux ne vivent que pour la danse sportive. Au programme, quick step, valse et tango. Ils sont les vedettes du gala de clôture du trophée de danse sportive. 18 000 spectateurs ce week-end à Bercy. En couple, à la scène comme à la ville, les champions partagent douleur et plaisir. La douleur, entre guillemets, c'est pendant les entraînements, les discordes, etc. pendant les entraînements, mais là on oublie tout et on en a bien profité. Dans la loge, 2 autres champions français, eux sont amoureux de danse latino-américaine.
Longtemps jugées ringardes, ces danses anciennes redeviennent à la mode sur des rythmes enfiévrés. Si la musique est populaire, les gens chercheront à s'exprimer sur cette musique. Et c'est ce qui fait qu'il y a un renouveau, un engouement actuellement pour tout ce qui se danse à deux. 3 millions de personnes pratiquent la danse sportive dans le monde. Ce n'est ni de la techno, ni du hard rock, mais mine de rien, cette danse-là fait de plus en plus entendre sa petite musique. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. 20h50, soirée américaine avec Jackie Brown de Quentin Tarantino. 23h45, la finale du Super Bowl. Excellente fin de soirée sur France 2.